Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 26 novembre. La médecine libérale, à la veille de profondes mutations, un rapport en forme de cri d'alarme propose des mesures pour mieux répartir les médecins sur le territoire et une réforme de fond de la tarification médicale. Nicolas Sarkozy dévoilera les pistes de la réforme dès la semaine prochaine. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait bien remettre en cause la réforme en cours de notre système judiciaire et du coup remettre en selle le juge d'instruction. Invité de ce journal, Clarisse Taron, la présidente du syndicat de la magistrature. Après Copenhague, Cancun, au Mexique, un nouveau sommet qui s'ouvre lundi pour tenter de régler les maux climatiques de la planète. Le diagnostic est partagé par tous, mais pas les solutions à mettre en œuvre. Le chiffre était attendu, il est tombé il y a une heure à peine et il n'est pas mauvais. Le nombre de chômeurs en France a diminué en octobre de cette année, moins 20 300 demandeurs d'emploi, un recul de 0,8% en un mois. Le nombre total de chômeurs en France s'élève à un tout petit peu moins de 4 millions de personnes. Je vous le disais, Nicolas Sarkozy bientôt au chevet de la médecine libérale. Il devrait ouvrir dès la semaine prochaine ce qui pourrait bien être l'un des grands chantiers de la fin de son quinquennat. Dans un rapport, l'ancienne ministre de la Santé, Elisabeth Hubert, lance des pistes de réforme destinées à résorber les déserts médicaux qui se forment et aborde le sujet extrêmement sensible de la rémunération des médecins en prônant en particulier des consultations à prix variables. Aurélien Romano est allé prendre le pouls de la profession dans un cabinet parisien. La consultation chez le médecin peut durer de 5 à 45 minutes si elle nécessite des examens approfondis. Mieux prendre en compte cette complexité et cette durée, c'est l'une des mesures phares du rapport qu'Elisabeth Hubert a remis ce matin à Nicolas Sarkozy. Fini les 22 € actuels, elle propose des consultations de 11 à 70 €. Une idée que les médecins généralistes veulent voir comme une piste de réflexion à envisager avec prudence. Donc c'est une piste de travail, il ne faut pas en faire dans l'immédiat quelque chose qui va déstructurer ce qui existe depuis très longtemps, c'est-à-dire la médecine à l'acte. Bon, effectivement, on a des consultations de plus en plus lourdes avec des patients qui ont des polypathologies. On a donc besoin effectivement de réfléchir sur le temps que durent les consultations. Des consultations plus lourdes. La médecine générale répond en effet à de plus en plus d'actes et attire de moins en moins les étudiants. Les patients âgés à pathologies multiples ou le suivi des grossesses sont de plus en plus fréquents dans les cabinets. De nombreuses consultations ne se font ainsi pas en 15 minutes. Principal danger, en venir à chronométrer la consultation. Médecins et patients y sont fortement défavorables. Il y a certains médecins en Europe, effectivement, qui consultent avec un chronomètre sur leur bureau. J'espère qu'on n'ira pas là. S'ils font ça à la chaîne, alors là, ça ne met plus la peine. Là, ils vont nous passer, puis alors vite fait, et dégage. Pour Jean, la consultation aura duré 10 minutes aujourd'hui, car c'est un suivi mensuel d'une lourde opération qu'il a subie. Dans son cas, les médecins proposent de réfléchir à des rémunérations forfaitaires pour prendre en compte le suivi de certains patients à pathologies lourdes et couvrir des frais hors consultation. Politique. Au Sénat, les grandes manœuvres ont commencé dans la perspective de l'élection sénatoriale de septembre prochain. Le scrutin, vous le savez, pourrait s'avérer serré entre la majorité et l'opposition. Alors, on s'active de part et d'autre. À gauche, les négociations ont commencé et elles sont compliquées. Margot Obriot. À quelques mois des sénatoriales, les tractations commencent et les esprits s'échauffent. Premier à taper du poing sur la table, le leader communiste ce matin. Pierre Laurent pointe du doigt les négociations socialistes. En proposant 11 places à Europe Écologie, contre 9 au PCF et seulement 1 aux radicaux de gauche, le PS a provoqué la colère des communistes. Nous voulons des victoires qui confortent les majorités de gauche. Le Parti socialiste et Europe Écologie tentent de passer des accords pour tailler des croupières à des conseillers généraux communistes sortants. Nous, on trouve qu'à gauche, on a mieux à faire que ça. Lésés les communistes, au Sénat, les propos sont nettement plus nuancés. Les discussions ont certes commencé, mais pour l'heure, pas d'affolement. Pour ma part, j'ai simplement participé à des réunions dans mon département où les choses semblent aller dans le bon sens, je dirais, vers un regroupement des forces de gauche. Mais tout n'est pas définitivement réglé. L'enjeu est de taille. La gauche espère que le Sénat bascule à gauche en septembre 2011. Et le Parti communiste espère au moins renouveler ses 16 sénateurs sortants. Pendant septembre, le Sénat poursuit son marathon budgétaire et accueillait hier avec pompe le Premier ministre François Fillon. C'est la chronique de Tam Tran Nuit.
Bonsoir Tam. Bonsoir Pierre-Henri. Alors on parlait du budget bien sûr, mais également une semaine extrêmement politique avec, je le disais à l'instant, la venue pas plus tard qu'hier du Premier ministre François Fillon qui est revenu faire à destination des sénateurs sa déclaration de politique générale. Et une déclaration d'amour puisque François Fillon et le groupe UMP au Sénat c'était un petit peu je t'aime moi non plus, enfin surtout moi non plus depuis le remaniement. Les sénateurs UMP trouvent qu'on ne les a pas suffisamment consultés sur ce remaniement, ni sur le moment, en plein milieu de l'examen du budget de la sécurité sociale, ni sur la manière, bref, que le gouvernement se moque de la Haute Assemblée. Le Premier ministre, donc, tout fraîchement reconduit dans ses fonctions, a profité de ce discours pour brosser la majorité dans le sens du poil. On l'écoute. L'honneur des gouvernements que j'ai conduits, l'honneur de la majorité qui les a épaulés et à laquelle je veux rendre hommage, c'est de ne pas avoir trompé notre peuple sur cette réalité mondiale. Le gouvernement doit pouvoir s'appuyer sur l'expérience et sur la mobilisation des élus des collectivités territoriales, de métropole comme d'outre-mer. Et il était temps de rendre hommage à la majorité du Sénat. La majorité a d'ailleurs apprécié, comme on va pouvoir bientôt le voir sur quelques images. Le Premier ministre a eu droit à sa standing ovation. Tout le monde est debout, l'acclame. C'est normal, mais ça a aussi dû le rassurer puisqu'il y a quelques velléités d'indépendance dans le groupe UMP. Oui, Tam, on le sait, la majorité sénatoriale, elle cherche toujours une certaine cohérence, ça tangue en particulier chez les centristes. Et puis, il y a toujours Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui est à la manœuvre. Effectivement, Jean-Pierre Raffarin a annoncé la création de son propre mouvement, qui reste au sein du groupe UMP, bien sûr. Ce mouvement est baptisé République et Territoire. Il comporte une trentaine d'élus avides de liberté d'expression et de vote. Alors, quand même, Jean-Pierre Raffarin a pris soin de bien dire que ce n'est pas un acte de division, mais l'initiative d'un collectif qui veut pouvoir s'exprimer très librement, y compris avec Nicolas Sarkozy. Ça sonne en tout cas comme un avertissement. Alors déjà qu'au Sénat, l'UMP a besoin des centristes pour avoir la majorité. Si en plus il faut composer avec les sensibilités nouvelles au sein du groupe UMP, elle n'a pas fini. Et puis il y a bien sûr le président, j'allais dire déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, du groupe UMP au Sénat, Gérard Longuet, bien entendu. Oui, tout à fait. Lui, il s'attendait à devenir ministre. Et donc, depuis 2 semaines, Gérard Longuet ne s'est pas privé de dire son mécontentement. Alors, il l'a dit au Figaro Magazine, sur Europe 1, sur notre antenne, par exemple. Il a confirmé avoir eu un échange vif avec le président à propos de la façon dont il n'a pas été nommé au gouvernement. Hier, les médias lui ont même demandé s'il avait salué François Fillon à son arrivée. Je vous laisse écouter sa réponse. Que voulez-vous que je lui fasse? Que je lui tire les oreilles ou qu'il tire les miennes? Ce n'est pas raisonnable. Vous soyez fâché. Je regrette sincèrement, et je l'ai dit, que la diversité de l'UMP ne soit pas plus prise en compte. Bon, voilà, c'est dit, c'est dit. Mais vous n'êtes pas rancunier. On ne construit rien sur la rancune. On en prend acte sans rancune donc, mais il nous a aussi dit qu'il avait de la mémoire. L'entente reste, disons, cordiale. Merci beaucoup, Tam, pour vos analyses. L'actualité politique française, c'est aussi au Parti socialiste aujourd'hui, où Ségolène Royal calme le jeu et réfute l'existence d'un pacte entre elles-mêmes, Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, pour verrouiller les primaires socialistes en vue de l'élection de 2012. L'heure est venue d'avancer ces primaires, explique la présidente de la région Poitou-Charentes, qui veut être la garante du bon déroulement du scrutin socialiste. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Politologue, président de CAP. Alors, ces primaires socialistes, on en parle énormément ces derniers temps. On évoquait le pacte qui a essayé de, j'allais dire, tempérer Ségolène Royal aujourd'hui. Comment se fait-il que l'on parle tant de ces primaires aujourd'hui au Parti socialiste? Eh bien, il commence maintenant à y avoir un débat de fond parce que les socialistes commencent à considérer que des primaires dans un an, c'est véritablement trop long. Pourquoi? Parce que d'abord, ils observent qu'à l'issue de la réforme des retraites, alors même que les Français étaient majoritairement opposés à cette réforme, en rien ils n'ont profité de leur soutien au mouvement social. Pourquoi fondamentalement? Parce que les socialistes ont peiné à dégager une réforme alternative, considérée à la fois comme juste et efficace, mais une réforme. Pourquoi? Parce
que les positions du Parti socialiste sont liées aux logiques internes du Parti socialiste, qui est qu'en amont d'une primaire, il faut forcément être consensuel. Or, le plus petit dénominateur commun entre les socialistes, c'est le refus de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le dégagement d'une cohérence permettant une réforme juste et efficace. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, c'est que Nicolas Sarkozy, encadré par sa majorité, commence à être considéré comme potentiellement un adversaire dangereux, alors même que pour l'heure, le pays ne souhaite pas sa reconduction. Donc les socialistes comprennent que la présidentielle n'est vraiment pas jouée et que ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy ne dégage pas pour l'instant une majorité en sa faveur qu'eux-mêmes sont assurés au moment de la présidentielle de l'emporter. Donc il faut être clair, et pour être clair, il faut avoir un candidat qui soit à même de sortir par le haut des contradictions des socialistes. Alors il y a ce fameux pacte, même adouci, on le disait par Ségolène Royal aujourd'hui. Est-ce que cette idée même de pacte entre trois poids lourds du Parti socialiste peut-il entamer l'idée même de scrutin de primaire au sein du Parti socialiste? Oui, ne serait-ce que parce que déjà en amont, les Français doivent se dire, mais est-ce que les leaders socialistes redoutent d'aller à la présidentielle, qu'ils soient obligés de faire des simulacres? Est-ce qu'il n'y a pas un homme ou une femme de conviction suffisante pour dire, mais moi je m'adresse aux Français, je ne dépends pas d'un pacte? C'est le premier élément. Le second élément, évidemment, c'est quel est le statut des primaires. S'il s'agit seulement de valider un pacte, pourquoi faire venir des milliers de personnes en dehors du Parti socialiste? Ça peut être tranché en direction ou à la base du Parti socialiste. Donc vous le voyez, il y a à la fois des raisons de fond et de forme qui déstabilisent les choses. S'il s'agit de véritables primaires, alors évidemment ça pourrait faire bouger les lignes au profit, par exemple, de François Hollande ou d'Arnaud Montebourg, qui ne semblent pas, eux, être dans une combine, ce qui explique qu'aujourd'hui, Harlem Désir et Ségolène Royal aient dit non, non, attention, il n'y a pas de pacte. On en reparlera de ces primaires socialistes, Absolument. je n'en doute pas. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve bien sûr vendredi prochain. Merci. L'information est passée un peu inaperçue mercredi. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'un procureur outrepassait ses droits s'il décidait d'incarcérer une personne mise en examen. Cette décision européenne pourrait faire jurisprudence et peser sur le droit français. Ce ne serait pas une première quand l'Europe fait évoluer le droit en France. Bérangère Dinglas. Dépasser le système judiciaire français, en croire les juges de Strasbourg, sans aucun doute. Cette fois, c'est l'indépendance du procureur qui est remise en cause. Dans une affaire de blanchiment, l'avocate France Moulin avait été placée en détention par le procureur de Toulouse. Selon le jugement européen, celui-ci n'était pas habilité à prendre cette décision. Dans le système français, la Cour a estimé que le procureur n'était pas un magistrat indépendant et impartial. C'est un magistrat, c'est une autorité judiciaire, mais ça n'est pas un magistrat indépendant et impartial dans la mesure où il dépend de l'exécutif et où il n'est pas impartial puisqu'il est lui-même un organe de poursuite. Si elle est confirmée en appel, cette décision mettrait à mal la réforme judiciaire de Nicolas Sarkozy. Celle-ci prévoit en effet de supprimer les juges d'instruction pour confier toutes les enquêtes pénales aux procureurs sans modifier leur statut. Sur la garde à vue déjà, les décisions européennes devraient faire évoluer la procédure. Je crois que le législateur, de façon évidente, et le gouvernement aussi, sont attachés à respecter les dispositions de la Convention européenne. Et les dispositions de la Convention européenne, telles que les interprète la Cour de Strasbourg, et maintenant telles que les a comprises la Cour de cassation, sont que l'avocat assiste la personne en garde à vue dès la privation de liberté, c'est-à-dire dès le premier moment. Sur le terrain, les avis de la Cour européenne commencent à être suivis. La preuve, mercredi à Saint-Omer, pour la première fois, le jury d'une cour d'assises a motivé sa décision en répondant à 11 questions. Auparavant, il n'avait qu'à répondre par oui ou non à la culpabilité de l'accusé. L'actualité judiciaire donc à l'heure européenne. Notre invitée, Clarisse Taron, présidente du syndicat de la magistrature. Bonsoir Clarisse Taron. Bonsoir. En quoi cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme est-elle importante, sinon cruciale? Oui, elle est même cruciale, si ce n'est que ce n'est pas absolument une surprise, cette décision. Elle est importante puisqu'elle va avoir des conséquences sur l'architecture même de la procédure pénale française. C'est-à-dire que jusqu'à présent, des tas de mesures attentatoires aux libertés étaient en France contrôlées par un magistrat du parquet, et notamment la garde à vue, mais pas que la garde à vue dans cette affaire Moulin. Et aujourd'hui, la Cour européenne dit
Le magistrat du parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante, donc n'est pas à même de garantir les droits et libertés des gens en contrôlant ces mesures. Alors, est-ce à dire que Michel Mercier devra revoir sa copie si toutefois cette décision de la Cour des droits de l'homme est confirmée? Il y a appel. Voilà, alors effectivement, le gouvernement français en a interjeté appel devant la Grande Chambre, à notre sentiment un peu pour gagner du temps, puisque je vois mal comment maintenant la CEDH pourrait changer d'avis, alors que déjà dans les arrêts Medvedev, elle avait dit qu'il s'agissait, elle avait statué dans le même sens. Maintenant, nous allons avoir effectivement, à mon avis, l'obligation pour le gouvernement français de prendre en compte cette décision et de faire quelque chose sur le statut du parquet. Et mettre en conformité son droit. Et sinon, la France se verra condamnée à de multiples reprises pour les procédures qui se déroulent toujours suivant la procédure pénale française telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce à dire que l'idée d'un juge d'instruction indépendant est remis en selle avec cette décision? Alors effectivement, il avait été largement mis en cause et sa suppression était prévue. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement la Cour européenne des droits de l'homme a dit oui, mais le juge d'instruction, lui, est un magistrat indépendant. Donc effectivement, la suppression du juge d'instruction qui avait été jusqu'à présent, semble-t-il, enterrée, a l'air de s'éloigner plus encore, sans quoi jamais la France ne sera conforme aux standards européens. Ça aura des répercussions également sur la réforme en cours de la garde à vue? Évidemment, puisque le projet de réforme qui nous paraît extrêmement timide, tel qu'il est aujourd'hui, puisque la chancellerie continue à dire il n'y a pas de vrai problème, le parquet peut, notamment pendant un délai qui va jusqu'à 4 jours peut-être, contrôler ces mesures, sauf que la Cour européenne dit non seulement que le parquet est dépendant de l'exécutif, mais aussi que le parquet, en tant que partie au procès, ne peut limiter les droits de l'autre partie. Et dans le projet tel qu'il est actuellement en passe d'être examiné, effectivement, on permet au parquet de limiter les droits de la défense, ce qui paraît complètement antinomique au regard de la jurisprudence européenne. D'une manière beaucoup plus générale, Clarisse Taron, on voit de plus en plus l'Europe, via, entre autres, la Cour européenne des droits de l'homme, j'allais dire s'imiter, sinon peser sur les droits nationaux. Est-ce que c'est une bonne chose pour les États-nations qui composent l'Europe? Pour les libertés des citoyens, il me paraît que c'est évidemment une bonne chose, puisque effectivement il s'agit d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme et que si on veut l'appliquer, il va falloir que tous les États se mettent en conformité. Et les questions en cour d'assises qui vont vers plus de motivation pour les justiciables nous paraissent aussi essentielles. Donc effectivement, oui, nous on est très favorables à cette poussée de l'Europe, si je puis dire, sur plus de démocratie dans les juridictions françaises. Quand est-ce qu'on aura la confirmation ou non d'ailleurs de cet arrêt de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg? Je ne sais ça pas. Peut mettre beaucoup de temps. Pour Medvedev, ça avait mis plus d'1 an. Oui. Donc effectivement, je pense que le gouvernement français gagne nettement du temps en interjetant appel de cette décision. En tout cas, on le sent très attentif sur cette affaire. Il peut l'être. Merci beaucoup Clarisse Taron de votre visite sur notre plateau. À peine digéré le fiasco il y a 1 an à peine du sommet de Copenhague, c'est à Cancun, au Mexique, que s'ouvre lundi la nouvelle conférence sur le changement climatique. 192 États autour d'une même table pour relever les énormes défis planétaires du climat. Les grands de ce monde seront présents avec dans leurs valises bien des problèmes à résoudre. Élisée Cardi. Un nouveau sommet mondial pour l'écologie. En théorie, l'espoir enfin d'une entente internationale pour gérer le réchauffement climatique. Seulement, avant même son ouverture, le souvenir de l'échec du sommet de Copenhague en décembre 2009 pèse lourd. Depuis le fiasco de Copenhague, rien ne s'est vraiment passé pendant l'année écoulée et les blocages auxquels on avait fait face à Copenhague sont toujours présents dans la négociation internationale. Et il y a pourtant fort à faire. Trouver un moyen de contraindre les États à respecter les décisions prises et ne pas s'en tenir à de simples déclarations d'intention sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais déjà, les deux poids lourds, Chine et États-Unis, se renvoient la balle, refusant d'agir tant que les autres n'agissent pas. Mon expérience de négociation climat, c'est qu'elles ne se sont jamais passées comme c'était prévu. Parfois, il y a eu des négociations, il y a beaucoup de pression, on en attendait beaucoup, ça s'est mal passé. Il y en a eu d'autres dont finalement, il est sorti les choses pas mal, alors que vraiment, c'était pas tellement attendu. Donc c'est vrai que sur le papier, aujourd'hui, entre les positions des Américains et des Chinois, on n'est pas très optimiste. Mais voilà, par principe, je crois qu'il faut y aller avec enthousiasme. Il faudra certainement plus que de l'optimisme aux 194 États participant à ce sommet. Car la tentation sera grande de repousser le problème et les décisions au sommet de Durban, en Afrique du Sud, qui se tiendra dans 1 an. Un nouvel échec, pourtant, pourrait porter un coup au processus de négociation de l'ONU lancé il y a 18 ans, le protocole de Kyoto, dont le premier volet arrive à terme en 2013.
Tout autre chose, et je vous le disais en titre, la médecine libérale à la veille de profondes mutations. Nicolas Sarkozy devrait la semaine prochaine lever le voile sur la réforme à venir. Notre invité, Pierre Lévy, il est secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonsoir Pierre Lévy. Bonsoir. Alors aujourd'hui, Elisabeth Hubert, l'ancienne ministre de la Santé d'Alain Juppé, a rendu un rapport à Nicolas Sarkozy, un rapport presque alarmiste. Comment en est-on arrivé là au bout des 30 dernières années de médecine libérale, une médecine que l'on sent bien à la lecture de ce rapport à bout de souffle? Tout le monde fait les mêmes constatations actuellement et effectivement, il y a le rapport effectivement d'Elisabeth Hubert qui vient de sortir, mais il y a également, vous l'avez vu dans l'actualité, l'Atlas de la démographie du Conseil de l'Ordre qui a montré cette semaine et qui a publié que seulement 8,6% des médecins qui terminent leurs études s'installent en médecine libérale. Pourquoi? Parce que la médecine libérale est devenue un champ de ruines, un véritable champ de ruines du fait du laisser-aller dans un certain nombre de domaines qui a, en fin de compte, marginalisé cette médecine libérale et qui ne la rend plus du tout attractive. Il va falloir, et c'est d'ailleurs une des conclusions d'Elisabeth Hubert, redonner l'envie aux médecins de s'installer en médecine libérale pour résoudre les problèmes de médecine de proximité. Alors, selon vous, quelle est aujourd'hui l'urgence absolue? Est-ce que c'est ce défaut de notoriété des médecins, en particulier des médecins généralistes, ou au contraire ce très vaste dossier de la démographie médicale, où, vous l'avez souligné tout à l'heure, eh bien, on voit bien une France coupée en deux et les installations des quelques médecins libéraux qui s'installent encore, eh bien, se fait plutôt dans les zones sud? Oui, bien sûr. Il n'y a jamais eu autant de médecins qu'actuellement en France. Le problème, c'est qu'effectivement, ils sont mal répartis. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de conclusions du rapport d'Elisabeth Hubert. Il y en a un sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est de résumer le problème de la médecine de proximité à la médecine générale. La médecine générale est une spécialité fondamentale. C'est évident, c'est une des médecines de premier recours, mais il y a également des spécialités cliniques de proximité auxquelles les patients ont recours immédiatement en direct et qui également doivent être valorisées parce qu'elles ont été considérablement oubliées ces dernières années. Donc l'urgence, c'est pas unifactoriel, c'est multifactoriel. Alors il y a effectivement un certain nombre de conclusions du rapport auxquelles nous sommes très favorables. Alors on va s'arrêter un instant sur l'installation des médecins libéraux. On sait aujourd'hui que n'importe quel médecin qui sort de faculté peut installer et visser sa plaque de son cabinet où il veut aujourd'hui. Comment faire pour attirer les médecins dans les zones rurales défavorisées où ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui? D'abord, dernièrement, il y a un petit changement de discours dans ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on est passé au moment de la sortie de la loi HPST, la loi dite Bachelot, à des mesures coercitives, à des mesures incitatives. Elisabeth Hubert le dit très bien, on n'arrivera à rien par la coercition. Il faut au contraire trouver des mesures incitatives, à la fois financières, mais également de regroupement. Le problème, c'est que les mesures incitatives marchent. Lisez bien le rapport d'Elisabeth Hubert qui dit que les mesures incitatives n'ont pas réellement été appliquées. Elle le dit très clairement. Comment conclure que des mesures sont inefficaces quand elles ne sont pas appliquées? On a vu ça avec un avenant conventionnel que nous avions signé et où nous avions mis en garde sur les mesures qui étaient prises par le directeur général de l'UNCAM, qui attribuait 20% d'honoraires supplémentaires qu'aux médecins qui étaient regroupés. Hélas, il y a des endroits en France, notamment en rural, où il n'est pas possible de regrouper les médecins. Par contre, il est possible de partager, de travailler en fait en coordination, à la fois entre médecins et professionnels de santé, de façon, je dirais, de façon imagée, de façon virtuelle. Mais néanmoins, et pour parvenir à ça, elle le dit dans son rapport, il y a une chose essentielle, c'est le partage d'informations. Alors, je vous propose de regarder la question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. On leur a posé cette question. Faut-il contraindre